Poissy, chef-lieu de canton, arrondissement de Saint-Germain-en-Laye, fut la résidence des premières reines de France. Patrie de Saint-Louis, il dut sa prospérité à son pont et à son marché. Le colloque... Ça suffit, là! C'est bien ça, l'histoire de Poissy? Mais dites-moi, elle n'est pas très drôle. Pourtant, vous étiez là, vous autres. Vous avez vécu ça. Alors vraiment, il n'y a rien d'autre. Regardez-les, les pauvres. Ils se demandent ce qu'ils sont venus faire ici. Allez, un petit effort, on ne peut tout de même pas les renvoyer chez eux comme ça. On a une idée, chef. D'abord, qui êtes-vous, mon brave? Moi, Gaulois. Et lui aussi, il est Gaulois. Ouais, Gaulois. Et eux aussi, on est tous Gaulois. Et c'est quoi ton idée, Gaulois? Eh ben, on s'est dit comme ça qu'on allait construire un pont. À quoi? Un pont, on va tous faire le pont. Bon sang, mais c'est bien sûr. Je m'étonne de ne pas y avoir pensé toute seule. C'est une excellente idée, ça, un pont. Allez, faites la chaîne et faites le pont. Bah, et nous alors? Eh bien, vous faites une ronde. Sur le pont de Poissy, on y danse sur le pont de Poissy, on y danse tous aussi. Les belles dames font comme ça, et comme ça. Sur le pont de Poissy, on y danse sur le pont de Poissy, on y danse tous aussi. Les belles dames font comme ça. Et encore comme ça, sur le pont de Poissy, on y danse sur le pont de Poissy, on y danse tous aussi. Et toi alors, qu'est-ce que tu fais? Moi? Rien. Je veux pas faire le pont. J'aime pas les ponts. Mais qu'est-ce que tu aimes alors? Ah, moi, ce que j'aime, c'est le bon pain doré, tout croustillant, tout chaud. L'ami qui vous fond dans la bouche. Oui, bon. La croûte Oui, c'est bon. qui vous croque sous la dent. J'ai compris. Tu seras le boulanger. Allez, va faire le pain. Allez. Ah, ça, je veux bien. Je veux pas faire le pont, mais je veux bien faire le pain. Alors là-haut, ça dort. Envoyez l'image, enfin. Eh oui, depuis que nos braves Gaulois ont été vaincus à Alésia, les Romains sont là, qui occupent tout le pays. Poissy, par sa position privilégiée sur les boucles de la Seine, devient un poste de guet idéal. Et César y fait construire sa première forteresse. Chef, Oui, on a fini le pont. très bien, Gaulois. Chef, les Romains sont partis. Oui, c'est pourtant vrai. Eh oui, le temps passe vite, et voilà que la nation franque s'organise, tandis que Poissy, promu au rang de cité royale, devient la résidence des premières reines de France. Tenez, justement, voici Clotilde, la chrétienne, la femme de Clovis. Ça me fait penser que j'ai une commission à lui faire de la part de son mari. Relève-toi, messager, et dis-moi ce qu'il advient de mon époux. Les nouvelles sont-elles bonnes? Reine, notre seigneur Clovis se porte bien, et il te fait dire qu'il se tiendra dans peu de jours une grande bataille. Et il demande que tu me remettes un étendard en signe de ralliement de nos troupes. Un étendard? Mais quel emblème choisir? Clovis a déjà refusé d'arborer la croix du Seigneur. Reine, il existe dans une forêt voisine un sans permis. Pourquoi ne pas lui demander conseil?
conduit ses soldats au combat, et je ne sais à quelle fille recourir. Les torts blancs. En voici une. Voici l'étendard qui le mènera à la victoire. Les lys de France. Miracle! Miracle! Quelques jours plus tard, c'était la victoire de Tolbiac, qui consacrait véritablement la naissance de la nation franque. Je passe rapidement sur les Mérovingiens et les Carolingiens. Saluons au passage Charlemagne, qui contribue à l'accroissement rapide de Poissy. Une époque pas très agréable d'ailleurs, car les Normands remontent souvent à la Seine, mettant le pays à feu et à sang. Et nous voilà arrivés chez les Capétiens, plus précisément sous le règne de Robert le Pieux, fils et successeur de Hugues Capet. Le bon roi Robert aime tout particulièrement séjourner dans notre ville. Souverain pacifique, lettré, aimant les arts, ce brave homme de roi n'est pourtant pas un homme heureux. Attends, ma pauvre amie, que je regarde ce qu'il me reste. Oh, la garce! Elle a tout pris! Qui ça? La reine, hélas! La reine Constance! Ah oui, votre épouse, elle est raide celle-là. Si tu savais. Pour tout te dire, j'ai été marié 3 fois. Au bout d'1 an d'épousailles avec Rosanna la Flamande, je l'ai renvoyée. Non sans garder sa dot. Alors ça, c'est envoyé. Mais j'en étais bien puni par la suite. La seconde fois, c'est avec ma proche parente Bertha que j'ai convolé. Ça n'a pas raté. Le pape m'a excommunié. J'ai tout de même tenu bon 5 ans, et puis j'ai cédé. J'ai répudié Bertha, et 3 fois, hélas, j'ai épousé Constance. Et avec elle, Dieu sait s'il en faut. De quoi? De la Constance. Oui, je sais, c'est pas très drôle, mais moi, le ventre vide, ça ne réussit pas. Et que devrais-je dire, moi? Moi qui suis condamné à Constance en perpétuité? Constance le fléau! Constance la mégère infernale! Constance le tyran domestique! C'est sûr, mais un roi ne mérite pas ça. Je suis allé jusqu'à Rome pour faire annuler cette odieuse union. Mais rien à faire. Elle restera à mes côtés jusqu'à ce que mort s'en suive, en punition de mes péchés. Chut, chut, viens, chut. Eh bien, monsieur mon époux, toujours l'ami des gueux? Oh, douce amie! Cette brave femme me faisait l'aumône, mais aux surprises, je n'ai plus la moindre piécette dans ma bourse. Mais vous avez fait la charité 3 fois cette semaine, il suffit! Vous y laisserez tous nos biens. Allez, toi, au diable! Vous ai-je dit que le séjour de Poissy me convenait décidément beaucoup? Aussi ai-je l'intention de m'y faire construire tout près du vôtre un palais. Eh bien, cette nouvelle ne vous comble pas d'aise? Si, cher ami. Mais c'est que j'avais l'intention de faire reconstruire le monastère de Notre-Dame.
mais c'est une manie. Il y a déjà 3 monastères ici. Saint-Jean, Saint-Martin et Notre-Dame. Et il est très bien celui de Notre-Dame. Alors pourquoi vouloir le reconstruire? Rien n'est trop beau pour Notre-Dame. Et je veux rebâtir richement sa demeure. D'ailleurs, rien n'ajoute à la gloire d'un roi comme de bâtir à la gloire de Dieu. C'est bon, j'y consens. Mais puisqu'il en est ainsi, moi, en plus, je ferai construire une abbaye. En effet, non seulement la reine Constance aura son palais, mais en outre, elle fera construire à Poissy une abbaye pour les chanoines de Saint-Augustin. Quant au roi, il fera construire l'actuelle collégiale. Mais je parle, et les années passent, les rois aussi. Nous voici 2 siècles plus tard, sous le règne de Philippe Auguste. Oyez, bonnes gens, oyez la douloureuse histoire de la belle Agnès de Méranie, d'Agnès qui mourut d'amour. Le roi Philippe Auguste, suivant l'exemple de son aïeul Robert le Pieux, se prépare à célébrer son 3e mariage. Sa première épouse, Isabelle, est morte en lui laissant un fils, le futur Louis VIII. En seconde noces, il s'est uni à Ingelbourg de Danemark. Mais dès la nuit de noces, il éprouve pour celle-ci une aversion insurmontable et la fait séquestrer dans un couvent. Ainsi, il a osé défier l'ordre de Dieu, bafouer l'autorité de l'Église et commettre le sacrilège. Que son châtiment soit à la mesure de sa faute. Oh. Je lance l'interdit sur le royaume de France. Oh. Que les églises se ferment, que se taisent les cloches, que la Sainte Messe ne soit plus célébrée en aucun point du royaume. Oh. Que plus aucun enfant ne soit baptisé, plus aucun mort enterré en terre chrétienne, que toute vie religieuse cesse jusqu'à repentance complète et totale du coupable. Oh. Sire, ayez pitié de notre grande détresse. Mon enfant est mort à peine né. Nul ne l'a baptisé. Jamais il n'ira au paradis. Les morts ne sont plus en repos. On raconte que les malheureux privés de sépulture chrétienne reviennent la nuit pour tirer les vivants par les pieds. On devait se marier au printemps. Maintenant, quand pourrons-nous nous marier? J'aurais bien le temps d'être vieille. Répudiez la malheureuse Agnès, sire. Répudiez-la. Répudiez-la. Pauvres gens. Ils ont raison, Philippe. Je ne peux accepter d'être la cause de tant de tourments. Accepter que je vous quitte, même si nos cœurs doivent à jamais se fendre. Agnès, ma chère âme, comment pouvez-vous me demander pareil sacrifice? Ce n'est pas mon cœur que vous m'arracheriez, c'est mon âme, c'est ma vie. Non, Philippe, non. Je ne puis accepter mon bonheur au prix des tourments de votre peuple. D'ailleurs, vous-même un jour, vous me le reprocheriez. Voyez comme il souffre. Pitié, sire. Pitié. Moi, je ne fais même plus de pain. Et même si j'en faisais, personne ne me l'achèterait. Le royaume est à l'agonie. Répudiez Agnès, sire. Répudiez-la. Répudiez-la. Par amour pour moi, Philippe, pendant que j'en ai encore le courage, pour notre fils que je porte en mon sein, pour que l'enfant soit épargné par le ciel, laissez-moi aller. Hélas, il faut donc que je vous perde. Retournez alors dans notre ville de Poissy. Et si Dieu le veut, nous nous retrouverons bientôt. Votre sainteté, le roi, mon époux, me néglige. Il ne supporte pas même ma présence, et pourtant je n'ai point commis de faute. Je supplie votre sainteté d'intercéder en ma faveur, de ne point accorder au roi l'annulation du sacrement du mariage qu'il réclame, et de me faire rendre tous les honneurs et prérogatives auxquels mon rang me donne droit. Nous, innocents rois, vicaires du Christ,
et successeur de Pierre. Sommons notre fils Philippe, roi de France, de rendre à notre fille Ingelbourg les devoirs et les honneurs auxquels elle peut justement prétendre, comme épouse et comme reine. Je ne puis me rendre au désir de votre sainteté. L'ensemble des évêques de France vient en effet de me délier du mariage malheureux contracté avec Ingelbourg. En conséquence de quoi, je prie votre sainteté de bien vouloir accorder sa bénédiction à l'alliance que je projette avec la princesse Agnès de Méranie, la future reine de France. Philippe, laisse prudent. Et si sa sainteté récuse l'annulation? Ne vous inquiétez pas, mamie, il n'osera pas. Jamais je n'accepterai d'annuler le mariage de Philippe de France et d'Ingelbourg. Je déclare que toute union nouvelle contractée par le dit roi de France serait infâme bigamie. Philippe, jamais le pape ne bénira notre union. Je ne veux pas faire votre malheur, ni celui de la France. Agnès, mon enfant chéri, vous m'êtes plus cher que tout, et le pape lui-même ne m'arrêtera pas. Vous êtes la seule épouse que le ciel m'ait donnée, et je n'en veux point d'autre. Votre sainteté, faites-moi justice. Le roi vient d'épouser sa concubine, et par ce simulacre, il offense Dieu, les églises entières et votre servante. Que votre saint courroux retombe sur lui et sur sa complice. Pauvre petite, elle est si jeune. Et dire qu'elle attend un enfant. Que le Seigneur la protège pour son sacrifice. Quelques mois plus tard, la malheureuse Agnès meurt, en donnant le jour à un fils prénommé Tristan, qui ne lui survit que de quelques heures. Philippe ne l'oubliera jamais. Le royaume est sauvé, l'interdit est levé, mais le cœur du roi est brisé. Le triomphe d'Ingelbourg est de courte durée. Le roi, contraint de la reconnaître pour épouse légitime, ne lui pardonnera pas. Et la pauvre reine errera 20 ans de châteaux en palais sans trouver grâce à ses yeux. Paradoxalement, c'est cette triste histoire qui va assurer la prospérité de Poissy. Par amitié pour notre ville, dernier refuge d'Agnès, Philippe Auguste lui accorde le droit de commune, abolissant de lourdes charges et l'autorisant, entre autres privilèges, à faire construire murs d'enceintes et fortifications. C'est cette ville fortifiée que le fils de Philippe Auguste reçoit en apanage pour son mariage avec l'infante Blanche de Castille. Et c'est encore à Poissy que cette dernière mettra au monde ses enfants. 2 d'entre eux, Philippe et Jean, meurent en bas âge et sont ensevelis dans l'église Notre-Dame. Mais parmi ceux qui vivront, l'un brillera entre tous. C'est le futur Saint-Louis. Noël, Noël! Les dieux l'ont prévenu, passe Louis! De Poissy est baptisé en la présente église. Les fonds en sont gardés ici et honorés comme relique exquise.
devoir de roi de ne jamais le décevoir. Souvenez-vous que rien n'est plus glorieux au prince de ce qui est onéreux au peuple. Quand vous songerez être au-dessus des hommes, pensez que Dieu est au-dessus de vous. Voyez ce brave homme. Pour le pain qu'il vous donne, il a plus de prix aux yeux du Seigneur que tous ces grands seigneurs qui pressurent le royaume. Vous avez entendu, vous autres? Ben ça alors. Entre un malheureux et un roi, il n'y a qu'une distance. Entre Dieu et un roi est l'infini. Et voilà comment l'on devient un saint. Mais le roi Louis VIII meurt prématurément. Et le jeune Louis IX est couronné à l'âge de 11 ans, sa mère demeurant régente. Dès lors, ils ne séjourneront plus à Poissy. Mais jamais le roi n'oubliera sa bonne ville. Savez-vous, mes amis, que c'est en cette ville de Poissy que je reçus le premier et le plus grand honneur de ma vie? Sire, n'est-ce pas plutôt à Reims, où vous reçûtes la Sainte Onction et la couronne du royaume de France? À Reims, je ne fus que couronné, mais c'est à Poissy que je reçus la grâce du saint baptême, que je tiens au-dessus de tout honneur et dignité du monde. Et c'est pour cette raison que vous avez choisi d'accorder à la ville ce nouveau privilège. Oui, j'ai décidé qu'ici se tiendra le marché des bêtes de boucherie nécessaire à l'approvisionnement de Paris. Ainsi, lui donnera-je une chance de devenir une cité prospère. C'est ainsi qu'un futur saint implante à Poissy le marché aux bestiaux, qui devait devenir sa principale richesse. Le roi est mort! Mais non, mais non! Si, il est mort, notre bon roi! C'est la peste qui l'a tué, là-bas, à Tunis, sous les murs des barbaresques! C'est pourtant vrai. Nous sommes en 1270 et Louis IX vient de quitter ce monde. Mais sur le tombeau du roi, de nombreux miracles se produisent. Un procès en béatification est entamé, et finalement, c'est sous le règne de son petit-fils, Philippe IV le Bel, que Louis IX devient Saint-Louis. Le théâtre de grandes manifestations royales. C'est dans nos murs que Philippe le Bel et Édouard Ier d'Angleterre, oubliant leurs différends, renouvellent les anciens traités d'alliance entre les deux nations. Hélas, dans cette amitié nouvelle se glisse le germe de la guerre de 100 ans, car Philippe donna pour épouse au roi Édouard II d'Angleterre sa fille Isabelle de France. Qu'un fils naisse de cette union, que les 3 fils de Philippe le Bel meurent sans héritier mâle, et ce serait le drame. Heureusement, nous n'en sommes pas là. Et pour l'heure, en cette année 1304, alors que résonne à tous les échos la récente canonisation de Saint-Louis, Philippe le Bel décide de fonder à Poissy, sur l'emplacement du château, un monastère,
richement coté en l'honneur de son aïeul. Nous, Philippe, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, avons résolu de fonder dans la ville de Poissy un monastère en l'honneur de Dieu Tout-Puissant, de la bienheureuse Vierge Marie, de toute la cour céleste, et particulièrement en mémoire de l'illustre confesseur Saint-Louis, notre grand-père. Le dit monastère sera remis entre les mains des sœurs de Saint-Dominique. Nous voulons et ordonnons qu'on n'y puisse recevoir aucune sœur sans nous avoir demandé permission, et qu'après notre décès, le prieuré et les sœurs du dit monastère ne puissent recevoir à l'habit de l'ordre que des demoiselles et personnes nobles seulement. Pour les roturières, elles ne pourront les recevoir sans en avoir demandé permission à nos successeurs rois de France. Il est évident qu'avec une telle règle, les princesses du sang se presseront en foule chez les dominicaines. Et la toute première, c'est Marie de Clermont, propre cousine du roi, elle aussi petite fille de Saint-Louis et future prieure de Poissy. Belle cousine, je n'ai qu'une fille et je l'ai mariée au roi d'Angleterre pour assurer la paix de notre royaume. Après elle, je n'ai d'autre fille plus proche de vous. Je vous confie donc cette maison pour que vous en soyez dame et maîtresse tant que vous vivrez. Et Marie de Clermont n'est pas seule de son rang, car la suivront Marguerite de France, fille du roi Jean le Bon, Isabeau de Valois, nièce de Philippe le Bel, Isabeau d'Artois, petite nièce de Saint-Louis, Marie de Bretagne, fille du duc Artus, Marie de France, fille de Charles VI, et bien d'autres encore, pour la plus grande gloire du prieuré Saint-Louis. Tiens, il y aura même plus tard Françoise de Vieux-Pont, qui sera chantée par le grand Ronsard. Ronsard, c'est moi. Ami passant, je te supplie d'attendre. Sous ce tombeau repose un peu de cendre. D'un corps bien grand quand il vivait, par les vertus et les biens qu'il avait. Ce n'est pas encore à vous. Vous avez 2 siècles d'avance. Parlez plus fort, je n'entends pas, je suis sourd. On est à peine au XIVe siècle. Ah, mais c'est pas la peine de s'énerver. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, veuillez nous excuser de cette interruption indépendante de notre volonté. Maintenant, si vous le voulez bien, nous poursuivons notre promenade à travers les siècles. Nous en étions restés à l'inauguration du prieuré. Mais celui-ci n'est pas encore achevé que Philippe le Bel, frappé d'une attaque lors d'une partie de chasse, se meurt. Et dans le peuple on murmure, car tous ont en mémoire la malédiction des Templiers morts sur le bûcher. Roi Philippe, avant 1 an, je te cite à comparaître devant le tribunal de Dieu. Le roi se fit à Poissy porter par eau, et par lui déporté à Poissy en son abbaye qu'il avait faite et établie. Ainsi, voilà ce que voit le monde. Voilà le roi de France. Avant de mourir, je recommande tout particulièrement à mon fils de tout faire pour payer et parfaire les œuvres de Poissy. Et qu'à présent, chacun prie Dieu pour moi,
qui vous recommande à Dieu. Et son état s'aggrave. Poissy ne lui réussit pas. Dans un dernier sursaut, il rejoint Fontainebleau, où il meurt le 29 novembre 1314. Puis les royaux déconfortés l'ont droit à Saint-Denis porté, enseveli très noblement, puis à Poissy ensemblement, son cœur noblement enfouir, et très haut service lui firent jacobins et jacobines. Le roi est mort. Vive le roi. Vive les rois, plutôt. Car ceux-ci se succèdent à grande allure. On a à peine le temps de les couronner, ils sont déjà morts. Et lorsque le monastère de Poissy est enfin achevé, en 1330, les 3 fils de Philippe le Bel l'ont rejoint dans la tombe. Louis X le Hutin, Philippe V le Long, Charles IV le Bel, ceux que l'on appelle déjà les rois maudits, sont morts sans descendance mâle. Et c'est leur cousin, Philippe de Valois, qui est proclamé roi sous le nom de Philippe VI le Fortuné. Mais voici que surgit un autre prétendant au trône de France. C'est Édouard III, petit-fils de Philippe le Bel par sa mère Isabelle et roi d'Angleterre. Les seigneurs français récusent ces prétentions, invoquent une vieille loi franque, la loi salique, qui écarte les femmes de la succession royale. Et c'est le début d'une guerre atroce, d'une guerre qui durera 100 ans. Édouard d'Angleterre débarque en France, s'empare de Rouen et remonte la Seine en ravageant tout le pays. Le roi Édouard fait chevaucher ses maréchaux, brûlant et rougeant le pavé. En longeant la rivière de Seine, partout trouvent les ponts défaits. Et tant marchèrent qu'ils vinrent jusqu'en Poissy et trouvèrent le pont rompu. Mais les piliers étaient encore en la rivière. Et voilà que les Anglais reconstruisent le pont, cependant qu'Édouard et les siens festoient au monastère où ils causent maintes et maints dégâts. Il faut prévenir notre bon roi Philippe. Mais le roi ne veut pas le croire, et se laissant prendre à une manœuvre de diversion d'Édouard III, il permet à l'armée anglaise de passer tranquillement la Seine sur le pont reconstruit. De Poissy ravagé, ne reste intact que le monastère, épargné sur l'ordre express d'Édouard III, en souvenir de son aïeul, Philippe le Bel. Et voici que les Anglais font route vers Crécy, où ils écrasent l'armée française, dont la fleur de la chevalerie se fait exterminer dans une charge folle. Et si au moins maintenant c'était la paix. Les soldats, ils reviennent. Cette fois, c'est Charles le Mauvais, roi de Navarre et allié des Anglais. Regardez ce que je ramène pour laver notre linge et améliorer l'ordinaire. Et en voilà un qui va nous faire du bon pain blanc à la mode de France, hein? Laissez-moi partir. D'ailleurs, il est très mauvais, mon pain. Il est immangeable. Et avec toutes vos guerres, toutes les récoltes sont détruites. Je n'ai plus de farine. Tu choisis. C'est le pain ou la corde? Moi, ce que je disais, hein, c'est simplement proposer. Mais vite.
Bon, allez, ça suffit, on s'en va. Salaud! Pitié, on n'a rien fait! C'était la corde ou le pain, ils nous auraient tués! Pitié, ils nous ont forcés! Tais-toi, espèce de garce! Tu t'en es donné du bon temps! Maintenant, il faut payer! Seigneur Méchant, aie pitié de nous, car l'ennemi nous a fait violence! Moi, Charles, régent de France, fais savoir à tous que ces gens, tant par crainte, tant par peur, ont été tenus de demeurer auprès de nos ennemis. Ils n'en sont pas moins de bons et loyaux Français. Je tiens à leur délivrer mes lettres de pardon. Noël pour le régent! Grâce lui soit rendue! Un calme relatif permet pendant quelques années à notre ville de se remettre de la guerre. Mais la situation de la France est plus précaire que jamais. Notre nouveau roi, Charles VI le bien-aimé, est hélas devenu Charles le Fol. Dans un moment de lucidité, il vient à Poissy avec la reine, l'exécrable Isabeau de Bavière, pour rencontrer leur fille, la princesse Marie, vouée à Dieu depuis son plus jeune âge et élevée au prieuré royal de Saint-Louis. Ma fille bien-aimée, nous nous réjouissons de vous revoir. Très vénéré père, ma joie est grande de vous voir en pleine santé. C'est vrai, je vais beaucoup mieux. Grâce aux soins de votre mère, je vais beaucoup mieux. Beaucoup. Ah, mais que vous disais-je donc? Ah oui, c'est ça. Ma fille bien-aimée, nous nous réjouissons de vous revoir. Ah non, ça j'ai déjà dit. Ah oui, ça me revient. Je suis très heureux qu'à ce jour, vous n'ayez pas prononcé vos vœux définitifs. Très redouté Père et Seigneur, je n'ai de plus chers vœux que de prendre le voile en cette maison où ma mère et vous avez eu la bonté de me protéger du monde. Sottise! Mais qui vous parle de vous protéger du monde? Votre devoir est d'entrer dans le monde si votre père vous l'ordonne. Par pitié, ne me demandez pas cela, ma mère. Notre frère, le duc de Bar, nous demande votre main pour son fils, Édouard, votre cousin. Très redouté Père et Seigneur, j'ai accepté l'époux que vous m'avez donné lorsque je suis entrée ici. Je me suis vouée à lui, et de ma vie je ne le quitterai que si vous m'en trouvez un autre meilleur et plus puissant. La princesse a gagné sa cause. 3 ans plus tard, elle prend le voile au prieuré royal de Saint-Louis, en présence de toute la cour royale. Mais ces moments paisibles ne durent guère, et quelques années plus tard, le duc de Bourgogne, qui a le sens du renversement des alliances, trahit la France et épouse la cause anglaise. Voyez, on est entre gens bien nés. Le duc respecte lui aussi le monastère et rendant visite à la princesse Marie, sa cousine, il lui présente ses compliments et dîne paisiblement avec elle, cependant que ses soldats mettent Poissy au pillage.
Décidément, ça va mal pour la France, et pour nous. Après que le duc de Gloucester nous a fait l'honneur de nous mettre au pillage, voilà que le dauphin Charles, suspect de bâtardise, vient d'être déshérité par le roi au profit d'Henri V d'Angleterre. Celui-ci, en route vers Paris, séjournera à Poissy pacifiquement pour une fois, et prouve qu'ici, on n'est pas rancunier. Les Pissiaquais donneront même de grandes fêtes en son honneur, pour une fois qu'on peut s'amuser. Arrivé à un tournant de l'histoire. Charles VI et Henri V meurent tous deux, tandis que surgit aux côtés de Charles VII, le pitoyable roi de Bourges, la grande figure de Jeanne d'Arc. J'ai dit tandis que surgit la grande figure de Jeanne d'Arc. Je crois qu'on m'appelle. Mais non, pas lui, c'est autour de Jeanne d'Arc. Vous attendez quelqu'un? Oui, Jeanne d'Arc. Allez me chercher Jeanne d'Arc. Celle qui entend des voix? Et oui, celle-là, et pas une autre. Quelque chose me dit qu'on n'aime pas les poètes par ici. Eh bien, après ce petit intermède inattendu, grâce à notre invité surprise, Monsieur Ronsard... Ronsard! Merci. Mais non, c'est pas à vous, enfin! Le bâtard d'Orléans, deux fidèles compagnons de Jeanne d'Arc, se retrouvent à Poissy pour préparer l'assaut de Paris. Mais tout n'est pas gagné. Talbot, le plus fameux général anglais de l'époque, marche sur Poissy. Quant aux Français, ils sont menés par le roi en personne, Charles VII. Des Anglais qu'un lit encore chaud. Fou de rage, Talbot se venge sur Poissy,
qui est livré une nouvelle fois au pillage. Enfin, la nuit qui a duré 100 ans prend fin. La paix revient sur la France. Poissy peut recommencer à vivre. Voilà Jeanne d'Arc. À cheval? Trop tard, brûlée, elle est morte. Elle n'avait qu'à abréger la communication. Allez, on passe à la suite. Allez me chercher Ronsard, maintenant c'est le moment. Encore? Oui, venez voir, c'est écrit. Après Jeanne d'Arc, Ronsard. Alors si c'est écrit. Bref, par un raccourci historique et saisissant, nous voici en 1560. Au Moyen-Âge, sortant de ces ténèbres, fait suite l'explosion de la Renaissance. Certes, Poissy a depuis longtemps cessé d'être un séjour royal, et plus encore depuis que François Ier s'est pris d'amour pour Saint-Germain-en-Laye. Néanmoins, en ce siècle doré, Poissy a sa part d'humaniste. À l'ombre des murs du prieuré, on versifie à cœur joie, sous la conduite de la jeune Anne Desmarats, dont Ronsard chantera les louanges. Mais puisque je vous dis que je ne suis pas Jeanne d'Arc, ça ne rime à rien. Ah, il comprend rien celui-là. Le grand Ronsard, habitué du prieuré royal, écrira aussi l'épitaphe de la prieure, Mère Françoise de Vieux-Pont. Je peux y aller là. Et puisqu'on vous le dit. Vous n'allez pas m'interrompre. Faut pas vous mettre dans un état pareil. Je vais vous le dire, mon poème, et vous verrez comme tout ira mieux après. Or va passant où le pied te conduit, et pense en toi que le trépas te suit. Comme il fait autrefois cette dame, prie qu'à son corps légère soit la lame, et qu'en doux et sommeilleux repos puisse dormir ses cendres et ses os. Jette dessus main lisse et main rose, car ci-dessous, la fleur d'honneur repose. C'est pas beau, ça? Oui, mais c'est triste. Le roi! Le 29 septembre 1560, le roi François II vient à Poissy pour une solennelle promotion de chevalier de l'ordre Saint-Michel. Parmi les nouveaux chevaliers, tous gentilshommes de haut lignage, on note les noms de Charles de la Rochefoucauld, Antoine de Pardaillan, Guy de Jarnac, François de Crèvecoeur, Sébastien de Luxembourg, en tout, ils sont 18. Que n'en ayez-vous nommé deux de plus, sire? On les eût appelés les 20 nouveaux. Une cérémonie somptueuse que cette promotion. Mais il ne faut pas se fier aux apparences. Derrière le faste et les réjouissances, c'est la tragédie qui à nouveau s'avance. Regardez-les, regardez-les bien. Tous les deux si jeunes, si fragiles, presque des enfants. Le roi n'a que 16 ans, mais il est gravement malade. Et l'an prochain, il sera mort. Quant à la petite reine, si brillante, si délicieuse, que tous les gentilshommes meurent d'amour pour elle, elle devra, sitôt devenue veuve, rejoindre l'Écosse, son pays, qu'elle n'a jamais connu, pour y affronter un destin tragique et une fin terrible. Son nom, Marie Stuart.
Les partisans de la réforme de Calvin et les catholiques s'affrontent à travers la France. L'ambitieuse famille de Guise cherche, à travers sa lutte contre les Huguenots, à accéder au trône. Le spectre de la guerre civile rôde. Mais je vois venir la reine-mère, Catherine de Médicis. Essayons d'en savoir un peu plus. Sa Majesté, quelques mots pour nos auditeurs. Il semble que tout n'aille pas pour le mieux en France. Oh, vous savez, on exagère toujours un peu les conflits organiques. Chacun fourbit ses armes, les esprits s'échauffent. Ne craignez-vous pas des troubles? S'il y a vraiment des troubles, c'est qu'il y a des fauteurs de troubles. Et il faut que cela cesse. Pensez-vous qu'il va falloir vous battre? Mais battre? Une pauvre faible femme comme moi? Mais vous n'y pensez pas. On peut bien s'arranger entre amis autour d'une tasse de thé ou autre chose. Une sorte de colloque, par exemple. J'allais vous le dire. Un colloque entre protestants et catholiques. Et de la discussion jaillira la lumière. C'est ça même, un bon petit colloque. Attends, il va falloir que j'en parle à Michel. De l'hôpital, bien sûr. Et où pensez-vous tenir ce colloque? Je ne sais pas, moi. À Saint-Germain-en-Laye, au Louvre, on verra. Et pourquoi pas à Poissy? Poissy? Ma perfetto, parfait ça. On va organiser le colloque à Poissy. Stupendo. Attendez, il faut que je prévienne le roi. 9, Charles IX. Vous m'avez fait demander, ma mère? Oui, mon petit, pour vous annoncer que nous avons trouvé le remède à tous nos maux. On va organiser un grand colloque à Poissy. C'est une idée de cette dame là-bas. Oh, tout le mérite en revient à Sa Majesté. Je n'ai fait que formuler tout haut ce que votre Majesté pensait tout bas. Benissimo, très bien. Elle ira loin, celle-là. En attendant, tous à Poissy. À Poissy! À Senestre, les catholiques. 6 cardinaux, une quinzaine d'évêques et de théologiens parmi les plus doctes, et à leur tête, son éminence, le cardinal de Tournon. À Dextre, les protestants, c'est-à-dire 13 ministres du culte, menés par Théodore de Bèze. La famille royale, avec le roi Charles IX et la reine Catherine de Médicis, arbitre le débat. Messieurs, vous êtes assez avertis des troubles qui sont ce royaume du fait de la religion. C'est pourquoi je vous ai fait assembler en ce lieu pour réformer ce que vous pensez être à réformer. J'ai décidé que vous ne bougeriez pas d'ici jusqu'à ce que vous y ayez donné si bon ordre, que mes sujets puissent désormais vivre en paix dans l'Union. Remercions Dieu d'avoir permis qu'ainsi nous soyons assemblés pour ramener la paix dans le sein de l'Église. Et grâce aussi soit rendue à Sa Majesté, le roi,
et à la famille royale pour le saint zèle qui les anime. Pour l'instant, nous assistons à de très beaux échanges, mais il semble que l'avantage soit dans le camp protestant. Théodore de Bèze attaque. Quant à l'Eucharistie, la consubstantiation n'a nul fondement dans les paroles de Jésus-Christ, et n'est point nécessaire que nous participions du fruit de ces sacrements. Pour nous, Jésus-Christ n'est pas absent de la Sainte Seine, bien qu'il soit, quant à la distance des lieux, aussi éloigné du pain et du vin que le plus haut ciel est éloigné de la terre. Avez-vous entendu ce blasphème? Quant à la police de l'Église, tout est actuellement confus et ruiné, qu'on ne reconnaît plus rien de l'ancien bâtiment édifié par les apôtres. Il est temps d'abolir et retrancher toute chose superflue, et d'en ôter les superstitions, afin que tout d'un seul accord, Dieu soit servi par tous, en esprit et en vérité. Nous supplions vos majestés de n'accorder aucune foi à ces mensonges et à ces doctrines abominables. Et sans le respect dû à la majesté royale, nous ne supporterions pas plus longtemps que de tels blasphèmes soient émis en notre présence. Le but de cette assemblée n'est point d'aviver, mais d'apaiser les troubles du royaume et de ramener dans le droit chemin ceux qui s'en étaient écartés. Il n'y a plus dans ce royaume très chrétien qu'une place pour un roi, une foi et une loi. La situation se durcit. Il semblerait qu'on en soit à deux doigts d'en venir aux mains. Et je deviens. L'Église est menée et conduite par la ruse, le conseil et l'aide de Satan. Les parpaillots sont les enfants du diable. Les biens des pauvres sont usurpés par ceux qui portent le titre de prélats, évêques, et ceci depuis que la papauté a levé la crête en l'univers. Qu'on rallume les bûchers, qu'on jette au feu les hérétiques. Les princes de l'Église ont toujours été gouvernés par l'esprit d'erreur et non par le Saint-Esprit. Et voilà, c'est la rupture. Malgré toute la bonne volonté de Catherine de Médicis, le colloque est un cuisant échec. La parole est à présent aux arquebuses, à nouveau pour 30 ans. C'est la guerre, la plus horrible des guerres, la guerre civile. Se range du côté des ultra-catholiques, menés par la famille de Guise, sous le signe de la croix de Lorraine, tombera par 5 fois en des mains différentes. Les habitants se réfugient dans le prieuré, les femmes accouchent dans les clochers. Mais le duc de Maine et ses leaders prend Poissy et les autres places fortes de la Seine. Alors le roi de Navarre envoie Biron et ses huguenots reprendre la ville. C'est une épouvantable bataille qui se termine sur le pont où se sont retranchés les catholiques. Ils sont vaincus, ils protègent leur retraite et font sauter les arches du
solde des Espagnols. Entre-temps, Henri III est mort, assassiné par Jacques Clément, et le roi de Navarre est devenu Henri IV. Le nouveau roi vient lui-même à la tête de ses troupes assiéger Poissy, toujours aux mains des ligueurs, qui se rend là de toutes ces aventures. Il naît ces petites bicoques qui ne tiennent à honneur de se rendre au roi. Et comme le roi a une réputation de ver galant à défendre... Tu Dieu mignonne, comment s'appelle votre père, que je lui fasse mes compliments? C'est Dieu, sire. Votre Saint Gris, que j'aimerais être son gendre. Les malheurs de Poissy semblent tirer à leur fin. La ville s'enfonce dans une bourgeoise quiétude, se laissant aller aux seules joies du négoce. Plus question de séjour des rois, plus question non plus de chancellerie transférée au Louvre. Quant au prieuré, lui-même perdra son prestige lorsque Louis XIV et Louis XV prétendront en nommer les prieurs sur la seule foi d'intrigues de cour. Et pourtant, Poissy survivra. Et oui, grâce au marché, à ce fameux marché aux bestiaux, cadeau de Saint-Louis, et qui reste à présent le seul, mais très sûr garant de la prospérité issiaquaise. Quelques figures célèbres traversent cependant le Poissy de ces années tranquilles. D'Artagnan, tout d'abord, mousquetaire du roi et propre cousin du héros de Dumas. Le peintre Nicolas Poussin, la nourrice de Louis XIV, et puis, au couvent des Ursulines, une petite fille reçoit une éducation chrétienne qui ne semble pas l'avoir trop marquée. Elle s'appelle Antoinette Poisson, mais sera plus connue sous le nom de marquise de Pompadour, maîtresse en titre du roi Louis XV. Enfin, plus austère, le poète Malherbe, à qui la mort d'une jeune Pissiacaise dictera ses vers touchants. Celle qu'avait Hymen à mon cœur attaché, et qui fut ici-bas ce que j'aimais le mieux, allant changer la terre en de plus dignes lieux, au marbre que tu bois sa dépouille à cacher. Toi, dont la piété vint Saint-Homme honorer, pleure sur l'infortune, et pour ta récompense, jamais autre douleur ne te fasse pleurer. Oui, je sais, Malherbe comme Ronsard n'ont pas toujours la poésie gaie à Poissy. Pourtant, d'autres qu'eux y taquinent la muse, même si elle est très différemment inspirée. Tenez, en 1755, voici ce qu'écrit l'un de nos concitoyens. Poissy, qui gardera l'éternelle mémoire de Louis IX, notre saint roi. Poissy, qui entendit si souvent les grimoires des courtisans et gens de loi. Poissy, qui vivra toujours dans toutes nos annales, des temps anciens, des temps nouveaux. Au cours des souverains ont succédé les halles, les marchés des bœufs et des veaux. Poissy, c'est aussi la reine de la viande. C'est elle qui nourrit Paris. C'est elle qui reçoit cette immense commande de 100 000 estomacs robustes ou flétris. Nous sommes à présent au XVIIIe siècle.
Réveillez-vous, amis. Réveillez-vous. Nous sommes en 1789 et en France, rien ne va plus. La mauvaise récolte, la hausse des prix, les impôts écrasants, tout se retourne contre vous. Vous les défavorisez, vous le peuple mal aimé. Les temps sont mûrs pour la tourmente, pour notre grande fête révolutionnaire. Aujourd'hui, 15 mai 1789, alors que viennent de s'ouvrir les États généraux, révoltez-vous contre ceux qui vous pressurent, ne payez plus. Elle a raison, plus d'impôts! Plus d'impôts! Les hussards! Ils ont envoyé les hussards pour établir l'ordre! Et maintenant, ce sont les gardes suisses qui viennent pour réprimer les troubles dans notre ville. Ne vous laissez pas faire. Les vrais fauteurs de troubles, ce sont eux. Tout ce qu'ils savent faire pour répondre à vos revendications, c'est vous soumettre par la répression. Voyez, amis, le chômage sévit, la pénurie s'aggrave, et maintenant, le pain lui-même fait défaut. Regardez-le, celui-là. Lui, les meuniers, les boulangers accaparent le pain du peuple pour leur plus grand profit. N'écoutez pas cette agitée. Ce n'est une envieuse, une jalouse, médisante et provocatrice. Moi, votre mère, j'affirme qu'elle ment. Moi, je mens? Comment se fait-il alors que l'on ait retrouvé chez le meunier sauvage plus de 1000 sacs de farine et de blé? La justice du peuple a exécuté l'accapareur, mais d'autres têtes tomberont. Prends garde, boulanger. Un peuple qui a faim à la fois de justice et de pain, rien n'arrête. Et souvenez-vous, citoyens, du fermier Thomasin, que l'intercession de député de l'Assemblée nationale a arraché in extremis votre juste revanche. Vous avez été trompés. L'Assemblée ne pense nullement à défendre vos intérêts. Elle se moque de vos souffrances. Alors les quatre peuples! Qu'on les pende tous, ces députés! À la lanterne des affameurs! Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates on les pendra. Madame Veto avait promis. Madame Veto avait promis. De faire égorger tout Paris. De faire égorger tout Paris. Mais son coup a manqué grâce à nos canonniers. Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la carmagnole, vive le son du canon. Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la carmagnole, vive le son du canon. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates on les pendra. À nouveau dans Poissy, comme dans toute la France, l'atmosphère est lourde qui annonce les guerres civiles. Surprenantes ou alarmantes, les nouvelles se succèdent sans trêve. La royauté est abolie, le gros capet est déchu, et la République est proclamée. Vive la République! Vive la République! Bon tyran! Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, 15 ans à mur, à
La contre-révolution est en marche. Vive la République! Non, ça va pas. C'est trop mou. Ah. Vive la République! Mort au tyran! Oh, mais respect, monsieur le marquis. Bon, où en étais-je? Ah oui! Laissez devant la lanterne et les curés en bénitier! Oh, monsieur l'abbé, bien le bonjour. Bien heureux de vous savoir parmi nous. Il n'y a plus de pain. Je t'ai dit non, il n'y a plus de pain. Je peux pas en inventer. Pour mes enfants qui ont faim, juste un morceau de pain. Tant pis s'il est rassis, mais ne me laisse pas revenir sans rien, je t'en supplie. Je t'ai dit non, j'ai plus rien. Allez, fous le camp. Accapareur! Sale accapareur! Tu vas foutre le camp, dis. Citoyens, la municipalité vous trompe, elle fait mine de fêter la République, mais son cœur est dévoué à la réaction, aussi devant nobles et curés. Elle a raison! Elle a raison! Hier, celui-là, il m'a refusé du pain, alors que l'aristo d'Aguesso, lui, il a pu en emporter plusieurs! Oh. Citoyens, je décrète la boulangerie municipalisée! Vive la République! Ainsi, les pauvres gens de Poissy sont-ils assurés d'un peu de pain. Et pour l'époque, si près de la famine, c'est une victoire. C'est la survie, c'est l'espoir. Et pourtant, la convention n'est guère satisfaite de l'atmosphère qui règne ici. Écoutez ce que dit Jacobin Crassou, représentant en mission. Si Saint-Germain-en-Laye marche révolutionnairement, en revanche, à Poissy, la municipalité, le comité de surveillance et la société populaire sont dirigés par le modérantisme et l'égoïsme. Les patriotes y sont persécutés. Pensez que le papier tapissant la halle municipale est encore parsemé de fleurs de lys? Qui ont tout détruit. Et grâce à un assez bon foyer de sans-culottes, j'ai fondé une organisation pour raviver Poissy. Il y faut en effet une grande surveillance en raison de l'importance du marché aux bestiaux, mais aussi en raison de son emplacement sur le fleuve, qui a favorisé de nombreuses évasions. Mais la roue de l'histoire vient d'accomplir un demi-tour. Nous sommes en juillet 94. Robespierre, ayant éliminé tous ses rivaux, est à son tour menacé. Citoyens, voilà l'adresse que la commune de Poissy a envoyée à la Convention. Législateurs, à peine le bruit s'était-il répandu dans notre commune qu'un moderne Catilina voulait dissoudre notre Convention nationale, que l'on a entendu dans notre ville qu'un seul cri « Aux armes !» Volons au secours de la Convention et que les scélérats ne puissent entrer dans le sanctuaire qu'en marchant sur nos cadavres tout déchirés. Comme tout était disposé et que nous allions partir, nous apprîmes avec grand plaisir que le traiteur Robespierre et toute sa clique portaient leur tête coupable sur l'échafaud. Nous profitons, législateurs, de cette circonstance pour renouveler entre vos mains le serment que nous faisons de répandre jusqu'à la dernière goutte de votre sang pour votre conservation et que nous ne connaissons que la Convention, toute la Convention et rien que la Convention. Vive à jamais la République! Vive la République!
La pauvre n'en a plus pour longtemps. Car voilà le directoire, et puis le consulat, l'Empire, la Restauration, les 100 jours, à nouveau la Restauration, la monarchie de Juillet. En attendant la suite, chacun garde précieusement un drapeau tricolore dans la main gauche, un drapeau blanc dans la main droite. On ne sait jamais, ça peut servir. Mais les soubresauts politiques du pays n'ont à Poissy qu'un écho lointain. Le marché aux bestiaux est redevenu la principale source d'intérêt de la ville, qui retourne dans une douce quiétude. Est-ce un sentiment de nostalgie qui gagne la France lors du retour des cendres de Napoléon? Les restes de l'empereur, escortés depuis Sainte-Hélène par le prince de Joinville, propre fils de Louis-Philippe, remontent la Seine, drainant les populations toujours fascinées par l'épopée impériale et sa fin tragique. Et voici que par un froid glacial, le 13 décembre 1840, Poissy se retrouve au bord du fleuve pour assister à la messe dite du bateau funéraire en un dernier hommage au défunt empereur. Vive l'empereur! Mais non, pas encore. Le premier est toujours mort et le second n'a pas encore atteint le premier plan de la scène politique. Barricades ont fleuri dans le Paris de 1848 et la République est à nouveau proclamée. Mais elle s'est bien assagie en un demi-siècle. Et elle a même mis à sa tête le prince Louis-Napoléon, le futur Napoléon III. Vive l'empereur! Mais non, il est encore que député de la République lorsqu'il vient dans nos murs honorer de sa présence le concours agricole de 1849. Et maintenant, nous en arrivons au plus triste de toute cette histoire, bafouant tous nos privilèges, toutes nos traditions, ruinant notre cité, l'empereur Napoléon III, vive l'empereur! Le sinistre badinguet, celui qu'Hugo appellera Napoléon le Petit, nous porte le coup fatal en ouvrant le marché de la Villette. Et voilà que les bestiaux s'en vont, que Poissy se meurt, comme l'annonçait le dicton. Quand il n'y aura plus de bêtes à Poissy, il n'y aura plus rien. Effectivement, il ne reste plus qu'une petite ville malheureuse de ne plus être à la hauteur de son passé. L'histoire elle-même est plus ou moins négligée. Saint-Louis ne fait plus recette. Seul le pont attire encore l'attention. Ce pont pour lequel Poissy a déjà tant subi. Les Français ont sabordé le pont, encore un que les Allemands n'auront pas. Pourtant, ceux-ci rétabliront le pont dès octobre 40.
Verseau. Mais le 26 mai 1944, ce que n'avaient réussi ni les autres siècles, ni les crus, quelques minutes seulement, sous le feu des bombardiers anglais vont l'accomplir. Cette fois, c'est fait. Il n'y a plus de pont à Poissy. Saint-Germain-en-Laye fut la résidence des premières reines de France. Patrie de Saint-Louis, il devra sa prospérité à son pot et à son marché. Le colloque qui cita en... Ça suffit!